Ces roches de glace et de poussière sont maintenant à notre portée et prêtes à nous révéler leurs secrets. Les petites planètes. On pense que les astéroïdes sont constitués de chondrules, des grains de roche fusionnés par la chaleur à l'intérieur du disque stellaire. Pendant la formation du système solaire, les regroupements de ces chondrules ont formé les premiers astéroïdes et ont constitué les blocs de construction des planètes. Une fois le système solaire formé, il est resté beaucoup de matériel provenant des astéroïdes qui a pris une grande variété de formes. Les formes les plus grandes sont les petites planètes ou planétoïdes, assez grandes pour être ovoïdes. Cette catégorisation a conduit à retirer Pluton de la liste des planètes principales. Les plus petits échantillons de CS débris sont généralement appelés météorites. En fait, il existe plusieurs petites planètes. Certaines ont été capturées dans des orbites secondaires et sont devenues des lunes. La ceinture d'astéroïdes traditionnelle entre Mars et Jupiter en contient un appelé Cérès. C'est le plus grand et le premier à avoir été découvert. Notre première image d'un astéroïde a été fournie par la sonde Galileo lors de son passage à travers la ceinture d'astéroïdes en direction de Jupiter. Elle a photographié le 951 Gaspra, un astéroïde de type S avec un diamètre moyen de 6 km. Le S fait référence à sa composition rocheuse. Par la suite, la sonde Galileo a photographié un astéroïde plus grand, le 243 Ida, d'un diamètre de 15 km et demi. L'image a révélé qu'il possédait sa propre lune appelée Dactyle. Les astéroïdes ne se trouvent pas uniquement dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Beaucoup orbitent plus près de la Terre et sont appelés objets géocroiseurs, ou NEO en anglais. Le radar est un instrument très puissant que nous utilisons pour étudier les astéroïdes proches de la Terre. L'astéroïde Toutatis se trouvait à des millions de kilomètres de distance, et nous avons pu distinguer des roches à sa surface. Il n'existe que 2 installations radar dans le monde avec une sensibilité suffisante pour effectuer des observations régulières d'objets proches de la Terre, Arecibo et Goldstone. Même les télescopes les plus puissants, y compris le Hubble, ne peuvent voir cet astéroïde. Ils ne le perçoivent que comme un point lumineux. Il est trop loin et trop petit, mais il offre une opportunité extraordinaire d'obtenir des images radar très détaillées. Le radar transmet des micro-ondes qui se propagent à la vitesse de la lumière vers l'astéroïde et rebondissent. L'écho-radar révèle les caractéristiques de la surface de l'astéroïde, nous indique sa rotation et détermine avec une grande précision sa distance par rapport au radar. Les images ont été prises avec le radar terrestre. L'astéroïde de 1986, dont nous savons qu'il possède sa propre lune, et le HQ-1 124, qui est passé très près de la Terre, à environ 3/4 de la distance à la Lune, devrait revenir au cours du XXIe siècle. Les scientifiques s'intéressent de plus en plus à ces objets en raison de leur potentiel à croiser le plan orbital de la Terre et peut-être à représenter une menace. Le type d'astéroïde le plus fréquent est le type C, riche en carbone, qui constitue 75% des astéroïdes connus. La sonde Near-Shoemaker a été la première sonde lancée par la NASA pour étudier les astéroïdes. Elle a photographié l'astéroïde 253 Mathilde de type C, puis s'est déplacée vers le Four 133 Eros, le plus grand astéroïde visité jusqu'alors. Là, elle est entrée en orbite, a effectué de nombreuses mesures, et plus par chance que par planification, a atterri sur sa surface. Ce fut la première sonde à le faire. La sonde expérimentale Deep Space One a été envoyée pour enquêter sur l'astéroïde 9969 Bray. En raison de problèmes techniques, les images envoyées étaient de mauvaise qualité. Cependant, elle a poursuivi sa mission jusqu'à sa deuxième rencontre avec une comète, la comète 19P/Borrelly. Les comètes sont très liées aux astéroïdes, mais leur origine se trouve dans les limites froides et sombres de notre système solaire. Les comètes sont des corps qui sont restés en tant que résidus depuis la formation du système solaire il y a environ 4,5 milliards d'années. Par conséquent, lorsque nous étudions les comètes, nous regardons dans le passé de notre système solaire. En examinant les détails des comètes, leur formation et leur évolution, nous pouvons entrevoir comment notre système solaire s'est formé, comment la Terre s'est formée et pourquoi nous sommes ici. Les comètes ont été enregistrées tout au long de l'histoire car elles sont facilement visibles lorsqu'elles s'approchent du Soleil et ont souvent été considérées comme des signes de mauvais augure. Une comète célèbre est la comète de Halley. En 1986, la comète de Halley est revenue. Et cette fois, elle a été accueillie par toute une flotte de sondes spatiales. La première tentative de rencontre dans l'espace a eu lieu lorsque la sonde International Cometary Explorer, ou ICE, a traversé la queue de la comète 21P/Giacobini-Zinner sur sa route vers Halley. L'Agence spatiale européenne a envoyé la sonde Giotto, la Russie et la France ont envoyé 2 sondes via Vénus, Vega 1 et Vega 2. Le Japon a lancé ses premières sondes d'espace profond,
appelées Suisei et Sakigake. Ces mesures ont facilité le volume de Giotto pour s'approcher plus près du noyau de la comète que prévu initialement. En 1994, les astronomes et les scientifiques ont eu un cadeau spécial. La comète Shoemaker-Levy s'est fragmentée et est tombée sur Jupiter de manière violente et spectaculaire. Les comètes nécessitaient plus d'études. La sonde Stardust a été envoyée pour explorer successivement les comètes 5535, Anne Frank et Tempel 1, et elle est revenue sur Terre avec des échantillons de la queue de la comète. Notre plus grande découverte a été d'analyser le matériau de la comète qui est revenu avec la mission Stardust de la NASA. Cette sonde a atteint la comète et est revenue avec une très petite quantité de CE matériaux. Nous n'avions qu'une seule chance d'analyser ce matériau, et l'analyse était au tout dernier seuil de nos capacités de détection. J'ai donc passé 2 ans à optimiser la technique, à m'entraîner, à pratiquer et à perfectionner chaque étape avant le jour où nous l'exécuterions. Tout était orienté vers le grand jour. Très peu de personnes ont l'occasion de travailler avec du matériau de comète ou de météorites vieux de 4,5 milliards d'années. Et les quelques jours consacrés à effectuer les mesures justifiaient toute la préparation nécessaire. L'agence spatiale japonaise JAXA a lancé la sonde Hayabusa pour étudier l'astéroïde 25143 Itokawa et prélever un échantillon de la surface dans une manœuvre de contact et retour. La mission a pris 7 ans pour se terminer, et le module avec l'échantillon a été récupéré dans le désert australien en 2010. Une sonde avec des objectifs très ambitieux a été la sonde Rosetta, lancée 1 an plus tôt par l'Agence spatiale européenne. Son but était d'atterrir sur la comète 67P/Churyumov-Gerasimenko. Rien que d'arriver jusqu'à elle a été un défi en termes de navigation spatiale. Si l'on veut rencontrer une comète, il faut accélérer la sonde et atteindre la même vitesse que celle de la comète autour du Soleil. C'est le problème. Non seulement la distance, mais aussi la vitesse. Il n'y a pas de fusée qui puisse nous donner la vitesse nécessaire pour être aussi rapide qu'une comète. Ce qu'elle fait, c'est s'approcher d'une planète et utiliser l'attraction gravitationnelle de la planète pour accélérer la sonde. La sonde est passée près des astéroïdes 2867 Stein et 21 Lutetia. C'est un objectif très étrange, un astéroïde très étrange. Nous pensons qu'il pourrait s'agir d'un astéroïde de type C, ce qui signifie qu'il est très primitif. Cependant, les observations faites depuis la Terre et l'espace ne le montrent pas comme un astéroïde de type C, et nous sommes très intrigués par CE qu'il pourrait être. La sonde s'est ensuite déplacée vers son objectif principal, la comète 67P. Le noyau pousse la sonde hors de l'orbite prévue, CE, qui est détecté par un changement dans la fréquence du signal radio envoyé par la sonde. L'amplitude de ce changement de fréquence est une mesure de la masse du noyau de la comète, ce qui nous permet d'estimer la masse de ses composants. Il n'y a pas de glace à la surface. Elle est recouverte par une couche essentiellement constituée de matière organique, ce qui la rend très sombre. Ce matériau est l'une des clés que nous aimerions explorer et analyser. Ce composant pourrait contenir le secret de la vie sur Terre. Tout repose sur la chimie du carbone. Combien de carbone les comètes ont-elles apporté à la Terre? Ce carbone contenait-il simplement les éléments et les molécules essentielles, ou y avait-il plus d'informations? Pour tenter de répondre à ces questions, l'Agence spatiale européenne a tenté l'une des missions les plus risquées jamais entreprises par l'humanité: atterrir une sonde sur la surface de la comète. Atterrir sur une comète est l'un des projets les plus complexes jamais entrepris par l'humanité. Voici la comète. C'est un modèle à l'échelle 1/1000. La comète réelle est 1000 fois plus grande. Le site d'atterrissage est juste ici. Nous voulons qu'elle atterrisse ici parce que c'est la zone la plus plate que nous ayons trouvée. Ce que nous voulons étudier sur la comète avec les instruments, c'est essentiellement quels matériaux sont présents. L'un des objectifs de la mission est d'évaluer la complexité des matériaux présents sur la comète. Pour atterrir, il faut survoler la comète très lentement, puis lâcher doucement la sonde d'atterrissage. Ce n'est pas comme atterrir sur la Lune, par exemple, où vous pouvez utiliser des fusées pour ralentir. Ici, le problème est inverse. Il faut se poser en douceur sur la comète. Les forces impliquées sont très faibles. Ce serait merveilleux d'obtenir des données significatives si la descente réussit. Si l'atterrissage se passe bien, nous recueillerons des échantillons et tout se déroulera comme prévu. Ce sera génial. Mais il faudra vraiment beaucoup de chance. Et nous en avons déjà eu. La science commence maintenant. Nous avons les premiers résultats qui nous donnent une première impression de ce que nous pensons être la comète et d'où elle provient. Au cours de l'année, nous observerons comment la comète évolue et découvrirons comment elle fonctionne. Nous étudions les points où le gaz et la poussière sont expulsés de la surface et comment se forme cette région appelée la coma et comment elle s'étend à une grande distance.
Jusqu'à présent, seuls des modèles théoriques avaient été proposés, et ces mesures seront les premières à être prises dans cette région, un objectif très important pour nous. Cependant, la sonde est à court d'énergie. La réactivation de Philae est improbable, mais pas impossible, car elle a été conçue pour hiberner, pour s'éteindre et pouvoir se réactiver d'elle-même. Naturellement, nous pensions que la période d'inactivité serait de quelques jours ou quelques semaines, pas de quelques mois. Mais nous verrons bien. Si nous avons de la chance et qu'elle a survécu à ces mois, elle pourrait se réactiver en juin ou juillet. En observant les astéroïdes, les scientifiques ont découvert un astéroïde qui semblait avoir une queue cométaire. Après une étude minutieuse, ils ont conclu qu'ils observaient le résultat de la collision de deux astéroïdes. Le 596 Shyla aurait été percuté à grande vitesse par un petit astéroïde. La force de l'impact serait équivalente à la détonation d'une bombe atomique de 100 kilotonnes. La NASA avait fait quelque chose de similaire avec la sonde Deep Impact, envoyée à la comète Tempel 1, où elle a lancé un module de collision qui a percuté la surface pour étudier les débris projetés dans l'espace. Peu après, une autre petite sonde à propulsion ionique, appelée Dawn, a été lancée avec une mission extraordinaire, s'aventurer dans la ceinture d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Son objectif était deux des plus grands astéroïdes du système solaire. Dawn est arrivée à Vesta, où elle a tourné en orbite pendant 1 an, envoyant une grande quantité de données. Ensuite, elle est partie vers Cérès, le plus grand des astéroïdes ou planétoïdes. Elle s'est stabilisée et a commencé son étude. L'agence spatiale japonaise a récemment lancé une deuxième sonde Hayabusa avec de nombreuses améliorations par rapport à la première. Son objectif est l'astéroïde de type C1999 Ju3. On prévoit qu'elle atteindra sa destination en 3 ans, qu'elle recueillera des échantillons et qu'elle reviendra sur Terre en 2020. La NASA a annoncé le retour de la mission Osiris-Rex vers l'astéroïde 1999 RQ-36, plus connu sous le nom de Bennu. Le lancement est prévu pour un avenir proche, et après un voyage de 2 ans, elle se placera en orbite et obtiendra une carte de la surface avant d'atterrir pour récupérer 2 kg de matériaux. Son retour avec l'échantillon est prévu pour 2023. L'étude des astéroïdes a également une motivation pratique. En 2013, un astéroïde d'une masse d'environ 9100 tonnes a explosé au-dessus de la Russie avec la force de 20 bombes d'Hiroshima, causant 1500 blessés et endommageant 7000 bâtiments. Ce n'est pas le premier astéroïde à atteindre la Terre, comme les dinosaures pourraient en témoigner, et ce ne sera probablement pas le dernier. Par l'intermédiaire des Nations Unies, l'Agence spatiale européenne et d'autres agences spatiales ont mis en place un programme de sécurité. Les données fournies par la sonde NEOWISE ont permis 2 découvertes importantes. La première est que nous avons appris que 93% des astéroïdes proches de la Terre mesurent plus d'1 kilomètre. Il y a moins d'astéroïdes proches de la Terre dont la taille est supérieure à 100 mètres. Cependant, moins ne signifie pas aucun. Cela laisse environ 15 000 astéroïdes de plus de 100 mètres qui n'ont pas encore été trouvés. Ce groupe d'experts prévoit également des missions d'intervention si nécessaire. Nous pensons que nous serions capables de dévier un astéroïde en utilisant 2 technologies différentes. L'une est ce que nous appelons l'impact cinétique, qui consiste à frapper l'astéroïde pour modifier sa trajectoire. La seconde est d'utiliser un vaisseau spatial massif, comme un tracteur gravitationnel, où la masse du vaisseau tirerait l'astéroïde. Un projet en phase de planification consiste à déplacer un petit astéroïde depuis son voisinage proche de la Terre jusqu'à une orbite lunaire. Là, il pourrait être reçu par des astronautes à bord de la capsule Orion, qui pourraient étudier l'astéroïde, prélever des échantillons et retourner ensuite sur Terre. Plus nous en saurons, mieux nous serons préparés à défendre notre place dans le système solaire. Des milliards d'étoiles sœurs peuplent le ciel nocturne. Nous étudions notre Soleil de près, car, comme la pierre de Rosette, il peut révéler les secrets de toutes les autres étoiles, en ce qui concerne l'espace, le Soleil. Le Soleil ne peut pas être étudié isolément, car son pouvoir et son influence sur tout le système solaire qu'il a généré sont complets et dominants. L'héliosphère est une immense bulle magnétique qui s'étend au-delà de l'orbite de Pluton et contient le vent solaire composé de particules énergétiques de basse vitesse et de plasma provenant de la surface du Soleil. Après avoir voyagé pendant 36 ans et parcouru 19 milliards de kilomètres, la sonde Voyager 1 a atteint le bord de cette héliosphère. Voyager 1 a quitté la bulle entourant le Soleil et est entrée dans l'espace interstellaire, l'espace entre les étoiles. Elle continue de détecter les ondes de choc émises par le Soleil, qui sonnent de cette manière. Pour comprendre cette source d'énergie et son influence, les scientifiques effectuent des observations depuis la Terre et depuis l'espace, où une flotte de satellites déploie des capteurs sophistiqués vers le Soleil et le climat spatial qu'il crée. Le climat spatial est le domaine qui étudie ce qui se passe sur le Soleil et affecte la Terre, notre environnement spatial et celui des autres planètes. Les effets du climat spatial sont complexes
car il faut comprendre ce qui se passe sur le Soleil, comment les particules voyagent dans l'espace interplanétaire et comment elles affectent la Terre et l'ensemble de l'héliosphère. C'est pourquoi nous avons besoin d'une flotte d'instruments pour étudier ces variables. C'est fondamentalement une science systématique. Il faut comprendre une partie pour comprendre la suivante. Et enfin, assembler tout le puzzle pour comprendre les effets totaux du climat spatial. Une série de satellites d'observation terrestre surveille également le Soleil pour étudier ce climat spatial. La sonde reste dans l'espace, observant la Terre, tout en restant stationnaire. Mais ce panneau se déplace et s'oriente vers le Soleil, de sorte qu'il l'observe constamment et prend des relevés chaque minute. L'atmosphère extérieure du Soleil est continuellement chauffée par la surface solaire, ce qui fait que les particules de l'atmosphère solaire s'éloignent dans un flux continu. Ces particules, qui remplissent tout le système solaire, sont appelées vents solaires. La Terre est continuellement bombardée par divers phénomènes sur le Soleil. Nous n'en sommes peut-être pas conscients, mais le système solaire nous affecte quotidiennement. Il n'affecte pas seulement les astronautes, mais aussi les habitants de la Terre. La dernière génération de satellites GOES est le GOES-R, qui sera bientôt mis en orbite. D'autres plateformes en orbite terrestre basse comprennent le microsatellite de test 2 de l'Agence spatiale européenne, qui teste de nouvelles technologies, et le PICAR, sponsorisé par le CNES, l'Agence spatiale française. INOD est le mot japonais signifiant « Imui », et c'est une mission conjointe entre les agences spatiales japonaises, européennes et américaines pour étudier les cycles magnétiques du Soleil. L'étude détaillée a révélé la texture granuleuse complexe de la surface du Soleil et la structure des éruptions solaires. Une éruption solaire est une énorme libération d'énergie qui transforme l'énergie magnétique du Soleil en chaleur et en lumière, accélère les particules et peut chauffer le plasma en quelques minutes à plus de 60 millions de degrés Kelvin. Lors d'une éruption majeure, le Soleil produit un éclat de lumière qui est l'éruption elle-même et génère simultanément une énorme bulle de matière qui commence à s'éloigner du Soleil, appelée éjection de masse coronale. Ces deux phénomènes peuvent accélérer les particules subatomiques, que nous appelons particules énergétiques solaires. Ensemble, ces trois phénomènes constituent une tempête solaire. Pour étudier le phénomène du vent solaire, un groupe de satellites a été placé dans une orbite spéciale entre la Terre et le Soleil, appelée L1 ou point de Lagrange 1, un point d'équilibre gravitationnel entre la Terre et le Soleil. Le satellite ACE, ou Advanced Composition Explorer, observe les particules énergétiques solaires. WIND étudie les ondes radio et de plasma qui se produisent dans le vent solaire et la magnétosphère terrestre. Et SOHO est l'observatoire solaire et héliosphérique. Grâce au satellite SOHO et à une technique appelée héliosismologie, très similaire à la sismologie terrestre, nous avons pu entrevoir l'intérieur du Soleil. Nous avons pu voir la couche du Soleil située juste en dessous de la surface visible, appelée zone de convection. C'est là que tout le dynamisme interne du Soleil se développe sous forme de bulles qui montent à la surface. C'est là que se forment en premier lieu tous les phénomènes solaires que nous observons. Sous la surface, nous voyons ces flux de plasma solaire et la formation de taches solaires, quelque chose qui n'avait jamais été fait auparavant. Voir en détail l'intérieur d'une étoile. Un autre télescope spatial à haute résolution était TRACE. Nous avions vu des détails des boucles coronales dans des images précédentes d'autres satellites. Nous avions vu une grande boucle, mais avec les images actuelles de TRACE, nous distinguons des détails qui ressemblent à de minuscules filaments qui se rompent, mais se reforment et lancent du plasma. RECI explore la physique des particules derrière les éruptions solaires en utilisant des images en rayons X et rayons gamma. Un autre phénomène qui bombarde le système solaire est l'éjection de masse coronale, ou EMC. Une éjection de masse coronale, ou EMC, est une éruption de plasma sur le Soleil qui s'aventure dans l'espace et pourrait affecter la Terre si cette énorme boule de plasma nous atteignait. La mission des satellites jumeaux stéréo de la NASA a un satellite en orbite autour du Soleil devant la Terre et un autre derrière, offrant une vue stéréoscopique du Soleil pour mieux comprendre ces éjections de masse coronale et les particules énergétiques du plasma. Les particules énergétiques du Soleil sont des particules de plasma accélérées sur le site de l'éruption à partir de l'énergie libérée lors de l'éruption. Ces particules peuvent être accélérées à presque 80% de la vitesse de la lumière. Lorsqu'une éjection de masse coronale voyage à une vitesse aussi élevée, elle crée une onde de choc qui, à son tour, peut générer des particules énergétiques solaires. En 2009, la NASA a lancé un nouveau programme scientifique appelé « Vivre avec une étoile ». Le joyau de la couronne de ce programme est l'Observatoire de la dynamique solaire, ou SDO, le satellite le plus avancé jamais conçu pour étudier le Soleil et son comportement dynamique. L'objectif est de développer les études scientifiques nécessaires pour comprendre les aspects du Soleil qui nous affectent directement sur Terre. Le satellite produit des images de très haute définition en 16 mégapixels et 13 longueurs d'onde différentes,
allant des fréquences de l'ultraviolet extrême aux images héliosismiques et magnétiques, et aux images atmosphériques. Chaque longueur d'onde a été sélectionnée pour mettre en évidence une partie spécifique de l'atmosphère solaire. Les résultats sont impressionnants et révèlent en détail la surface du Soleil et les limites extérieures de la couronne solaire. Ces phénomènes solaires sont plus grands que notre planète, et la science a renouvelé l'intérêt pour le champ magnétique terrestre qui nous protège à la surface de la Terre. Nous sommes protégés des éruptions solaires et des éjections de masse coronale lorsqu'elles frappent ici grâce au champ magnétique terrestre, appelé magnétosphère, qui dévie le champ magnétique solaire et les particules énergétiques, ainsi qu'à l'atmosphère qui absorbe les niveaux les plus élevés de rayonnement. Heureusement, sur Terre, nous sommes protégés des éruptions et des éjections de masse coronale par l'atmosphère extérieure, qui absorbe une grande partie de l'énergie supplémentaire des éruptions solaires. Mais nous sommes également protégés par le champ magnétique. La Terre a un pôle nord et un pôle sud, et cela, nous le savons avec la boussole. Mais ce champ magnétique nous protège également des particules de plasma provenant des éjections de masse coronale, en déviant une grande partie de cette énergie directe. Lorsque survient une éjection de masse coronale, elle heurte le champ magnétique terrestre et le déforme. Les particules sont alors déviées et des changements se produisent de l'autre côté de la Terre, qui accélèrent ces particules et les dirigent vers les pôles nord et sud, produisant ce magnifique phénomène de lumière verte, bleue et rouge que sont les aurores. L'énergie du Soleil est produite par un processus appelé fusion, qui se produit au cœur même du Soleil, où l'intensité de la chaleur et de la densité fait fusionner les protons pour créer de l'hélium. C'est le processus qui crée l'énergie solaire. À mesure que l'énergie se déplace vers l'extérieur, propulsée par des champs magnétiques, la température diminue, jusqu'à ce que, à ce stade, tout a du sens en ce qui concerne la zone la plus chaude du Soleil. Ensuite, quelque chose d'intéressant se produit. La température commence à augmenter à nouveau. Cette couche, où la température recommence à augmenter, est appelée chromosphère. Elle se situe entre la photosphère et la couronne, la partie la plus chaude de l'atmosphère solaire. Pour découvrir comment cette zone est chauffée, une autre mission a été lancée en 2013, appelée IRIS. Le satellite IRIS est équipé d'un télescope ultraviolet et d'un spectrographe. Sa grande capacité de résolution permet de résoudre des caractéristiques de seulement 240 km sur la surface du Soleil. Les premières images envoyées par IRIS montrent une multitude de structures fibrillaires jamais vues auparavant et révèlent d'énormes contrastes de densité et de température dans toute la région. La lumière de la chromosphère est difficile à interpréter en raison de l'interaction complexe de la lumière avec la matière, qui rebondit plusieurs fois, pour ainsi dire, avant de nous atteindre. Cela signifie que les interactions de cette matière doivent être modélisées en détail, non seulement avec des ordinateurs, mais aussi avec les techniques développées par l'équipe IRIS. Et à cet égard, nous sommes prêts à le faire. Les données recueillies par le satellite IRIS montrent que la région intermédiaire du Soleil est significativement plus complexe que nous le pensions. Bien que la couronne soit très chaude, à des millions de degrés, elle a une très faible densité. Il ne faut donc pas beaucoup d'énergie pour la maintenir à cette température. La chromosphère, en revanche, a une densité beaucoup plus élevée et, bien que sa température soit plus basse, il y a beaucoup plus d'énergie contenue dans la chromosphère que dans la couronne. C'est pourquoi il suffit qu'une petite fraction de l'énergie de la chromosphère s'échappe vers la couronne pour alimenter tous les processus que nous voyons, tels que la chaleur extrême ou l'accélération du vent solaire qui baigne tout le système et frappe toutes les planètes, y compris la nôtre. Nous espérons mieux comprendre ces processus fascinants et importants grâce à IRIS. Cette énergie qui coule du Soleil produit un autre phénomène spectaculaire sur les planètes du système solaire. Les aurores boréales sont des particules déviées vers le pôle nord et le pôle sud, produisant ces magnifiques couleurs vertes, bleues et rouges. Elles ne sont pas des particules venant directement du Soleil. Lorsqu'une éjection de masse coronale frappe le champ magnétique terrestre, elle le déforme, ce qui provoque d'autres changements de l'autre côté de la Terre, qui à leur tour accélèrent davantage de particules et les envoient vers les pôles nord et sud, produisant ces magnifiques vagues de couleurs bleues, vertes et rouges que nous aimons tant. Pour répondre aux nouvelles questions sur le vent solaire et les particules énergétiques, la NASA a lancé une paire de satellites en orbite terrestre, les sondes Van Allen, du nom du célèbre scientifique qui a découvert les ceintures de radiation entourant notre planète. Elles ont été lancées pour étudier en détail le phénomène de radiation et les champs magnétiques qui entourent la Terre. Le champ magnétique de la Terre est secoué et déformé par l'activité géomagnétique causée par les éruptions sur le Soleil et par les grandes bulles de plasma qui émergent du Soleil et se dirigent vers la Terre. Une partie de cette énergie est capturée dans le champ magnétique terrestre et, par divers processus, cette énergie excite les particules dans les ceintures de radiation
jusqu'à des niveaux d'énergie qui constituent un risque pour les vaisseaux spatiaux et les astronautes. Les deux satellites se concentrent sur les ceintures de radiation dynamique dans la magnétosphère interne de la Terre, et ils sont les seuls à le faire. Ils sont donc un élément essentiel dans la série de phénomènes reliant le Soleil à la Terre. Les éruptions solaires et les éjections de masse coronale sont alimentées par des reconnexions magnétiques. Le Soleil brasse son champ magnétique intrinsèque, provoquant l'annihilation des champs magnétiques opposés. Mais on ne peut tout simplement pas se débarrasser du champ magnétique, on ne peut pas se débarrasser de cette énergie. Cette énergie doit être transformée et transférée à d'autres choses, comme les mouvements du plasma, l'accélération du plasma, le chauffage du plasma et la production d'une plus grande luminosité à la surface. Sur la surface de la Terre, nous sommes protégés des éruptions solaires et des éjections de masse coronale lorsqu'elles arrivent sur Terre, grâce au champ magnétique appelé magnétosphère, qui dévie le champ magnétique et les particules énergétiques, ainsi qu'à l'atmosphère qui absorbe les niveaux les plus élevés de rayonnement. Ce champ magnétique terrestre nous protège également des particules chargées de plasma provenant des éjections de masse coronale, en déviant une grande partie de cette énergie directe. Le phénomène de la reconnexion magnétique n'est pas bien compris. C'est pourquoi la NASA a lancé une mission multisatellite appelée MMS pour tenter de découvrir les secrets de notre champ magnétique. La mission MMS consiste en 4 satellites volant en constellation pour mesurer un processus appelé reconnexion magnétique. L'univers est rempli de plasma et de champs magnétiques. Et partout dans l'univers, nous avons différents types de plasma entrant en collision les uns avec les autres. Un exemple de cela est le vent solaire qui arrive et entre en collision avec la magnétosphère terrestre. Une fraction de l'énergie cinétique du plasma est rapidement convertie en énergie du plasma. On peut considérer cela comme une sorte d'explosion magnétique, et cela est important car ces explosions alimentent de nombreux modèles météorologiques que nous voyons dans la magnétosphère, ceux que les scientifiques spatiaux appellent le climat spatial. Ces phénomènes peuvent avoir un impact sur notre vie quotidienne, affecter les satellites de communication ou le réseau électrique. Il est donc essentiel de comprendre comment fonctionnent ces reconnexions magnétiques. Nous devons mesurer la reconnexion magnétique en plus d'un endroit pour voir comment elle varie dans l'espace en 3 dimensions, ce qui nécessite un tétraèdre. Un autre avantage fantastique est qu'il nous permettra de reconnaître plus facilement les zones de reconnexion magnétique qu'avec un seul satellite. L'idée est d'avoir 4 satellites entourant la zone où se produit l'explosion. La distance entre les satellites est de 10 à 100 km, ce qui peut sembler beaucoup, mais en termes de magnétosphère, qui est absolument énorme, c'est en réalité une région microscopique que nous essayons de couvrir. La mission MMS a 2 phases orbitales conçues pour étudier la reconnexion du côté diurne. Nous avons une situation où le vent solaire heurte constamment le champ magnétique terrestre. C'est vraiment bien pour la mission MMS, car nous savons qu'elle se trouvera dans cette zone à un moment donné. Ce que nous espérons, c'est que, comme ce processus se produit constamment, nous pourrons avoir de la chance et voler à travers l'explosion magnétique au moment où elle se produit. Du côté nocturne, cependant, la situation est un peu différente. Il y a une augmentation progressive de l'énergie magnétique dans la queue. Ce processus de reconnexion, ces explosions magnétiques, peuvent se produire de manière aléatoire et nous ne savons pas vraiment quand ou si elles vont se produire dans la queue. Nous devons comprendre les 2 phénomènes et nous voulons comprendre comment fonctionne la magnétosphère. Nous pensons que les 2 scénarios sont très importants, non seulement pour l'étude du Soleil, du vent solaire, des magnétosphères planétaires et de nombreux objets astrophysiques, mais aussi en laboratoire. Nous espérons que cela nous permettra d'améliorer nos modèles pour intégrer la physique correcte et faire des prédictions sur le moment et l'endroit où les reconnexions se produiront. Cela nous aidera à améliorer la capacité de prédiction de nos modèles de climat spatial. Les instruments qui mesurent les particules dans l'espace les détectent avec une vitesse et une cadence beaucoup plus rapides que les missions précédentes, environ 100 fois plus vite. Alors que les instruments de la génération précédente nécessitaient 3 ou 4 secondes pour construire une image complète du ciel, la mission MMS prendra environ 30 millisecondes. C'est une technologie qui représente un saut qualitatif. Les 12 satellites environ actuellement en opération seront renforcés par de nouvelles missions, dont le prochain satellite solaire japonais SolarC. L'agence spatiale indienne lancera le satellite Aditya pour étudier les éjections de masse coronale et les structures du champ magnétique. Le Deep Space Climate Observatory, ou DSCOVR, surveillera en temps réel le vent solaire, ce qui est essentiel pour la précision des prévisions et des alertes aux phénomènes de climat spatial. La sonde orbitale de l'Agence spatiale européenne sera lancée en 2018 et passera plus près du Soleil que la planète Mercure afin d'étudier comment le Soleil crée et contrôle son héliosphère. La Solar Probe,
Plus de la NASA, également prévue pour un lancement en 2018, s'approchera du Soleil à une distance jamais atteinte auparavant, à seulement 5 millions de kilomètres de la surface de l'étoile. Les scientifiques attendent depuis longtemps d'envoyer une sonde qui passe à travers l'atmosphère extérieure du Soleil. La sonde sera exposée à des températures de près de 1370 degrés Celsius. Tous ces satellites continueront à surveiller, étudier et démêler les secrets de ce four nucléaire qui nous fournit lumière et vie. Ils sont là, cachés dans l'immensité de l'espace. Des planètes si étranges que même la science-fiction ne pouvait pas les imaginer. Pour la première fois dans l'histoire, les scientifiques découvrent de nouveaux mondes au-delà de notre système solaire. Des endroits où la glace est chaude et où la pluie est faite de fer. Ce sont des mondes inexplorés, distincts, imprévisibles, et quelque part, cachés parmi ces mystérieux nouveaux mondes, les scientifiques recherchent la plus grande découverte de toutes. Des planètes comme la nôtre, des terres extrasolaires, des mondes infinis. La recherche de mondes extrasolaires. Centre spatial Kennedy, Floride, 6 mars 2009. La fusée passe les dernières vérifications de sécurité. C'est le début d'une mission extraordinairement ambitieuse. L'Observatoire spatial Kepler recherche des planètes similaires à la Terre dans une région de 100 000 étoiles. C'est l'aboutissement d'un voyage commencé il y a plus d'une décennie avec l'une des découvertes scientifiques les plus importantes de l'histoire. Alpes de Haute-Provence, France, 1995. L'astronome suisse Michel Mayor et son équipe observent régulièrement des étoiles dans la constellation de Pégase, située à 50 années-lumière de distance. Mais leurs instruments révèlent quelque chose d'étrange. Une étoile tremble et bouge violemment. Nous avons découvert que la vitesse de l'une de ces étoiles changeait au fil du temps. Qu'est-ce qui peut être assez fort pour perturber une étoile de la taille de notre Soleil? La réponse de Mayor est une idée radicale. Une planète. Mais personne n'a jamais observé une planète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Le problème pour détecter une planète en orbite autour d'une autre étoile réside dans le fait que, lorsque la planète tourne près de l'étoile, sa lumière est aveuglée par l'éclat de celle-ci. Malgré les difficultés, Mayor fait confiance à ces données et insiste sur le fait que ces mouvements violents sont provoqués par la force gravitationnelle exercée par la planète. J'étais très sceptique lorsque j'ai lu les déclarations de Michel Mayor. À de nombreuses reprises, des annonces erronées de la découverte d'une planète en orbite autour d'une étoile avaient été faites. J'ai donc pensé, eh bien, ça recommence. J'ai décidé d'observer cette étoile pendant 4 nuits. Et, à ma grande surprise, l'étoile se déplaçait exactement comme l'avait dit Michel Mayor et son collègue Didier Queloz. Ils annoncent leur découverte. La nouvelle choque la communauté scientifique. Pour la première fois, il y avait des preuves vérifiables et reproductibles de l'existence d'une planète en orbite autour d'une étoile semblable au Soleil. Officiellement nommée 51 Pégasi b, la planète est surnommée Bellerophon, en l'honneur du héros grec qui monta Pégase, le cheval ailé. C'est une planète qui enfreint toutes les règles. Bellerophon est très proche de son étoile brûlante, à environ 1800 degrés Fahrenheit. Sa masse est presque 150 fois celle de la Terre. Et c'est un géant gazeux comme Jupiter. Un géant gazeux est une planète composée d'hydrogène et d'hélium. Seules les couches extérieures sont gazeuses, mais à l'intérieur, les pressions énormes compriment l'hydrogène et l'hélium. C'est complètement différent de tout ce qui existe dans notre système solaire. C'est un type de planète complètement nouveau, ce que les scientifiques appellent un Jupiter chaud. C'est comme aller à Hawaï et voir la lave couler. Voilà à quoi ressemble un Jupiter chaud, très très chaud. La Terre se trouve à 150 millions de kilomètres du Soleil, la distance idéale. Ceux Jupiter chauds sont environ 100 fois plus proches, et par conséquent, la quantité de lumière solaire qu'ils reçoivent est 10 000 fois plus importante. Cela représente une étoile, et ceci représente un Jupiter chaud. Un Jupiter chaud se trouve à une distance de 3 à 4 diamètres stellaires de l'étoile, c'est-à-dire 1, 2, 3, aussi près. Les Jupiters chauds sont soumis à la force de marée de l'étoile, de sorte qu'ils montrent toujours la même face à leur étoile, tout comme la Lune avec la Terre. Une face est toujours en plein jour, tandis que l'autre est toujours dans la nuit. Si je devais tomber sur un Jupiter chaud, je préférerais atterrir du côté obscur, en espérant qu'il y fasse un peu plus frais que du côté face à l'étoile. La variation thermique fait que l'atmosphère de Bellerophon est extrêmement venteuse. L'air chauffé par l'étoile monte, tandis que l'air plus frais descend pour le remplacer, comme cela se produit sur Terre. Le vent souffle à des milliers de kilomètres par heure, à une force bien supérieure à ce que nous pourrions supporter. Les températures élevées empêchent l'existence de vapeur d'eau, mais cela ne signifie pas qu'il ne pleut jamais. La température est trop élevée pour que des nuages ou même de l'eau puissent se former, mais à la place, des nuages de fer pourraient se former. La vapeur de fer se forme à des températures bien plus élevées que la vapeur d'eau, donc les choses peuvent devenir encore plus compliquées. Mieux vaut avoir un parapluie très solide, car le fer tomberait sur le parapluie, le recouvrant rapidement jusqu'à ce que son poids le brise. En altitude, des rideaux colorés dansent dans le ciel.
Les particules chargées électriquement provenant de l'étoile voisine rendent les aurores plus intenses que les aurores boréales terrestres. Et il y a quelque chose de plus singulier encore dans ce monde nouvellement découvert. Bellerophon complète son orbite autour de son Soleil en seulement 4 jours et 2 dixièmes. Aucun vrai plan ne tourne autour de son étoile en 4 jours et 2 dixièmes. Aucun plan de notre système solaire ne prend aussi peu de temps. Pour les scientifiques, cette minuscule orbite représente un défi pour l'idée communément acceptée de la formation des planètes. Que la planète achève son orbite tous les 4 jours était un énigme, jusqu'à ce qu'un jour, au milieu de la nuit, je pense que cela montre que ces planètes migrent vers l'intérieur. Elles ne restent pas immobiles là où elles se trouvent. La clé de l'énigme réside dans la manière dont les planètes se forment. Les planètes sont un sous-produit de la formation des étoiles. Lorsqu'une étoile naît, un disque de poussière et de petits astéroïdes se forment. Une grande partie de ce que nous savons provient du télescope spatial Hubble et de son exploration de la nébuleuse de l'Aigle. Ce groupe d'étoiles, parsemé de disques de poussière et de gaz, est en train de s'effondrer. Au centre du disque, une énorme concentration de gaz et de poussière s'est formée. Les températures atteignent les 18 millions de degrés brûlants et une énergie comparable à celle de la fusion nucléaire qui alimente notre Soleil est libérée. Une étoile est née. La radiation des étoiles génère un vent solaire qui disperse la poussière. Une partie de cette poussière survit et reste en orbite autour de l'étoile nouvellement formée. Au fil des millions d'années, la poussière se compacte pour former des nodules qui deviennent des astéroïdes, puis des planètes. Ces planètes migrent à travers le disque jusqu'à trouver une orbite stable. C'est pourquoi Bellerophon se trouve si près de son étoile mère. Mais il existe un monde récemment découvert qui a trouvé une orbite stable là où une planète ne devrait jamais se trouver. 2001, le télescope spatial Hubble se dirige vers une étoile sombre de la constellation de Pégase, à 150 années-lumière de la Terre, dans la même région où Bellerophon a été découvert 6 ans plus tôt. Hubble poursuit un autre Jupiter chaud découvert par l'astronome Geoff Marcy. Mais celui-ci est différent de Bellerophon. Vous avez probablement entendu parler de la planète HD 209458b. C'est un nom horrible pour un endroit horrible. HD 209458b a été surnommé Osiris, le dieu égyptien de la mort, par ses découvreurs. La masse d'Osiris est 200 fois plus importante que celle de la Terre. Cette planète a migré dangereusement près de son Soleil, à seulement 6,5 millions de kilomètres de sa surface brûlante. Osiris brûle dans un enfer planétaire. La température moyenne quotidienne sur Osiris dépasse les 2000 degrés. Ce n'est pas du réchauffement climatique, c'est du réchauffement torride, ce qui fait qu'Osiris perd 550 000 tonnes d'air par seconde. Il y a une fuite de gaz, un flux constant d'hydrogène et d'hélium qui forme un immense nuage autour de la planète. Son atmosphère saigne dans l'espace. Les scientifiques supposent qu'une énorme traînée de gaz en spirale se cache derrière la planète. Osiris représente une opportunité sans précédent pour les astronomes. Grâce au Hubble, ils peuvent analyser l'atmosphère enflée de cette planète extrasolaire. Pour la première fois, nous pouvons connaître la composition de l'atmosphère d'une planète extrasolaire. Étonnamment, Hubble trouve de nombreux éléments chimiques de base nécessaires à la vie. Le sodium, le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Mais la température sur Osiris est trop élevée pour la vie telle que nous la connaissons. Il pourrait exister des formes de vie différentes qui pourraient survivre à des températures plus élevées, mais il n'y a pas de surface solide comme nous le savons sur un Jupiter chaud. Ces formes de vie seraient donc limitées à de minuscules microbes flottant dans l'aérosol. L'atmosphère sur notre planète est pleine de vie, mais la vie n'y est pas née. C'est pourquoi il ne peut y avoir de vie sur les Jupiters chauds. Depuis la découverte de Bellerophon en 1995, les astronomes ont trouvé de nombreux Jupiters chauds, mais les conditions excluent ces planètes comme lieu où le drame de la vie pourrait se dérouler. L'un de ces géants gazeux est une planète qui défie toutes les lois de l'évolution. Californie, l'astronome Geoff Marcy a fait une découverte surprenante concernant une planète en orbite autour de l'étoile 16 Cygni b, située dans la constellation du Cygne à 70 années-lumière. Il était évident qu'elle avait une orbite allongée qui rapproche et éloigne la planète de l'étoile hôte. Cela, bien sûr, était un défi pour toutes nos idées basées sur notre système solaire, où toutes les planètes tournent autour du Soleil dans des orbites presque circulaires, comme les sillons d'un disque. Tout comme un gigantesque yo-yo spatial, le géant gazeux se déplace d'avant en arrière dans son système solaire. C'est comme si, chaque année, la Terre s'approchait à toute vitesse à 40 millions de kilomètres du Soleil pour, après avoir dépassé Mars, s'éloigner vers Jupiter. Et comme tous les géants gazeux de notre système solaire, cette planète yo-yo aurait son propre cortège de lunes. L'une de ces lunes pourrait ressembler à la Terre. C'est là que les choses deviennent intéressantes. Imaginons une lune rocheuse avec une surface dotée de lacs, d'océans,
peut-être de ruisseaux et de cascades. La Lune tournerait autour de sa planète, et toutes deux autour de l'étoile haute. Contrairement à la Lune sans air qui tourne autour de la Terre, cette Lune est un monde avec des saisons extrêmes. Sur notre monde, les saisons sont causées par l'inclinaison de l'axe de la planète. Sur ce monde, c'est son orbite allongée qui en est responsable. Ces pauvres planètes à orbite elliptique allongée subissent des changements climatiques violents au cours de l'année. Au point le plus proche de l'orbite, l'étoile calcine la planète Io-Io et son été commence. L'atmosphère de la Lune, semblable à la Terre, est balayée par des tempêtes violentes. Un ouragan de catégorie 5 sur Terre n'est qu'un doux tourbillon comparé aux immenses tourbillons qui se forment ici. Les nuages se condensent à mesure que l'eau s'évapore. Les températures montent rapidement. L'eau et les gaz se réchauffent et les océans bouillonnent, se transformant en vapeur. C'est comme un immense sauna. Au zénith de l'été, la Lune est étouffée par une température de 800 degrés. Elle est au point le plus proche de l'étoile durant ses 26 mois d'orbite. L'été ne dure que 2 mois, mais quel été! La planète et sa Lune s'éloignent du four de l'étoile. Les températures baissent à des niveaux que nous trouverions modérés et confortables. Avec l'arrivée de l'automne, les pluies reviennent sur la Lune assoiffée et brûlée par le soleil. Les bassins océaniques asséchés se remplissent à nouveau, formant des mers avec de nouvelles côtes. Le calme s'impose à mesure que la planète Io-Io et sa Lune plongent dans les profondeurs d'un hiver glacial et sombre. Les températures tournent autour de moins 260 degrés Celsius. Les océans gèlent et les calottes polaires s'étendent à travers la surface de la Lune, la recouvrant d'une épaisse couche de glace de kilomètres de profondeur. L'hiver est long, il dure 17 mois. Lorsque le printemps arrive, le soleil monte dans le ciel de cette Lune désolée et la glace se brise et fond violemment. D'énormes icebergs traversent un océan tempétueux aux eaux croissantes. Pendant 2 périodes précieuses et brèves, pendant la fonte des neiges au printemps et les pluies d'automne, le climat de cette Lune, semblable à la Terre, est tempéré et agréable. À 150 millions de kilomètres de l'étoile, à peu près la même distance qui sépare le Soleil de la Terre. L'orbite elliptique de cette planète et de sa Lune autour de l'étoile traverse une région que certains scientifiques appellent la zone habitable. Les conditions ici sont simplement parfaites pour la vie. Si vous êtes trop proche de l'étoile, il fait trop chaud. Si vous êtes trop loin, il fait trop froid, tout gèle. Mais si vous êtes juste au milieu, c'est parfait. Toutes les étoiles ont une zone habitable, et l'emplacement de cette zone dépend de la taille et de la température de l'étoile. Dans notre système solaire, Vénus marque la limite intérieure et Mars la limite extérieure. La Terre et sa vie abondante se trouvent juste au milieu. 2 fois par an, la Lune se retrouve dans la zone habitable, au printemps, pendant 3 mois et demi lors de son voyage d'approche, et en automne, pendant 3 mois et demi lors de son retour rapide vers les confins glacés de l'espace. La vie pourrait-elle survivre aux conditions qui existent en dehors de la zone habitable? Pourrait-il y avoir des êtres vivants assez intelligents pour hiberner comme le font certains animaux terrestres pendant l'hiver? Cela peut sembler fantaisiste, mais j'aimerais rappeler les zones de marée sur notre planète. La vie sur les rives des mers est très riche malgré les marées. Il y a de nombreux êtres vivants qui se trouvent sous l'eau lorsque la marée monte. Mais quand elle se retire, ils survivent parfaitement. Le cycle orbital étrange de la planète Io-Io crée des conditions fugaces, parfaites pour la vie, mais aussi pour la mort. Certaines planètes extrasolaires sont encore plus surprenantes. Imaginons un monde sans étoiles autour duquel orbiter. Les scientifiques spéculent sur l'existence dans notre galaxie de nombreux planètes errants dérivant à travers les sentiers sombres de l'espace interstellaire. Ce sont des mondes orphelins, des planètes expulsées de leur système solaire par le chaos de la migration planétaire. Les astronomes appellent ces mondes des planètes sans étoiles qui voyagent à la dérive dans la galaxie indéfiniment. Quelle force gigantesque pourrait expulser une planète de son système solaire? Lorsque se forme une étoile jeune avec une contingente de planètes autour d'elle, beaucoup de ces planètes interagissent gravitationnellement, s'accélérant de sorte que l'une d'elles est éjectée du système planétaire, expulsée de l'île, pour ainsi dire. Si tu avais la malchance de vivre sur une planète expulsée par une collision ou une quasi-collision avec un autre grand objet, tu sortirais probablement rapidement de la zone habitable. Dans notre galaxie, il y a des centaines de milliers de millions de planètes vagabondes, grandes, perdues, sans étoiles maternelles pour les réchauffer, froides, sombres, silencieuses. Les planètes n'ont pas de soleil. Ce sont des mondes sans jour ni année. Ils vivent en veille dans une nuit éternelle. Les planètes sont des vagabonds solitaires, les sentinelles des galaxies. Ce n'est pas parce qu'un planème dérive dans l'espace qu'il est mort. Il pourrait parfaitement y avoir de la vie sur un planème rocheux. Un petit planème rocheux sans atmosphère hibernerait dans le froid extrême, plus froid que le jour le plus glacé de notre pôle sud. Mais un planème assez grand pour retenir l'atmosphère conserverait la chaleur générée lorsque la planète s'est formée. C'est l'effet de serre parfait.
La chaleur et l'énergie émanent du noyau en fusion dans les profondeurs de la planète solitaire. Si le planème était un géant gazeux comme Jupiter, il pourrait avoir un système de lunes. La force gravitationnelle entre un planème et Lune produit des frictions, de sorte que la Lune conserverait la chaleur en son sein. 16 lunes pourraient abriter la vie, tout comme Europe, la lune de Jupiter, qui a des volcans et beaucoup d'énergie thermique générée par l'interaction avec Jupiter et ses autres lunes. Si quelque chose vit ici, ce ne sera que des cellules simples comme les bactéries communes de notre planète, pas des formes de vie complexes. Sans un soleil pour permettre la photosynthèse, ces minuscules organismes extrairaient leur énergie des substances chimiques de la surface de la planète ou de sa lune. Sur Terre, on trouve des conditions similaires. Des colonies de bactéries ont été découvertes dans les galeries profondes des mines africaines. Elles ne reçoivent absolument aucune lumière et ne survivent que grâce aux substances chimiques qu'elles fabriquent à partir du sol dans lequel elles vivent. Leur métabolisme est extrêmement lent et elles se reproduisent une fois tous les 1000 ans. Si la vie existe sur un planème sans soleil, ceux pourraient être des organismes comme ceux-ci, abandonnés lorsqu'ils étaient des planètes jeunes. Tandis que les planèmes dorment paisiblement, un monde a été secoué par des changements chaotiques depuis le début des temps. 2003, les astronomes confirment l'existence d'une véritable relique des origines du monde dans la constellation du Scorpion. La plupart des planètes connues en dehors de notre système solaire se trouvent dans le disque principal de notre galaxie. Mais ce monde se trouve bien au-dessus du disque de la Voie lactée, dans un amas de 10 000 étoiles primitives. La planète PSRB 1626 était plus connue sous son surnom Mathusalem, le personnage le plus âgé de la Bible. La raison pour laquelle on l'appelle la planète Mathusalem est que l'amas a environ 12 milliards d'années. La Terre est une planète adolescente comparée au vieux Mathusalem. Environ 8 milliards d'années avant la formation de la Terre, Mathusalem était un jeune géant gazeux avec des tempêtes furieuses et un cortège de lunes. Les éons passent, et les vents et les tempêtes s'apaisent, laissant derrière eux un monde silencieux et tranquille. Soudain, 2 étoiles apparaissent dans le ciel. Ce sont les noyaux éteints d'étoiles mortes depuis longtemps qui poursuivent l'amas. Dans le milieu très dense d'un amas globulaire, il y a beaucoup de collisions et de quasi-collisions, des systèmes dans lesquels une étoile est expulsée et une autre capturée. C'est une danse cosmique de la gravitation, semblable à celle de la migration des planètes. Une des étoiles est expulsée et remplacée par l'étoile mère de Mathusalem. Mathusalem est maintenant une planète avec 2 soleils. Chaque jour, le soleil se lève et se couche 2 fois. Les nuages et tous les objets projettent 2 ombres. Avec le temps, l'étoile mère d'origine commence à se dilater, signe que sa vie touche à sa fin. Elle se gonfle pour devenir une géante rouge et est engloutie par une étoile à neutrons. L'étoile à neutrons dévore la géante rouge. Maintenant, Mathusalem est un monde prisonnier des squelettes de 2 étoiles mortes. Le noyau nu de la géante rouge et sa compagne, l'étoile à neutrons pulsante. Mathusalem est un survivant. Mais aussi étrange qu'ait été le passé de Mathusalem, rien n'est comparable à la curieuse anomalie d'un pulsar situé à 980 années-lumière de la Terre dans la constellation de la Vierge. À distance, un pulsar est comme une lumière clignotante, mais de près, les pulsars bombardent leur environnement avec leur rayonnement mortel. Ce n'est pas un endroit pour une planète. Pourtant, quelque chose interfère avec la précision de ce pulsar. Une explication possible est que l'anomalie est causée par une planète. Mais la plupart des astronomes sont sceptiques quant à l'existence possible de planètes en orbite autour d'un pulsar. La raison pour laquelle cela pose problème est que les pulsars se forment lors d'une explosion massive. Lorsqu'une étoile géante rouge explose, l'immense boule de feu appelée supernova libère autant d'énergie en 1 minute que notre Soleil en produira au cours de sa vie. L'onde de choc de la supernova est si grande qu'il est difficile d'imaginer qu'une planète puisse y survivre. Lorsque la poussière cosmique se dissipe, il ne reste que le noyau écrasé de la géante rouge, pulsant au cœur d'un champ de débris en expansion. La matière éjectée lors de la colossale explosion est attirée par le pulsar, formant un disque. Du chaos émerge un nouveau monde, né du feu et de la destruction. Une planète zombie surgit du cadavre de CE qui fut autrefois une étoile géante rouge. C'est incroyable que des planètes puissent se former. Sur une planète en orbite autour d'un pulsar, tu aurais l'impression d'être dans une boîte de nuit avec une lumière stroboscopique très intense. Le rayonnement émis par ce monstre stellaire dissocie les molécules organiques nécessaires à la vie. Le pulsar possède des champs magnétiques très puissants qui sont entraînés par la rotation de l'étoile, capturant tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin. Électrons, protons, les projetant à l'extérieur à grande vitesse, plus fort que le vent solaire. Je ne peux même pas imaginer qu'il puisse y avoir une possibilité pour que la vie, même la plus simple, microbienne, puisse surgir et prospérer sur une planète proche d'un pulsar. Essentiellement parce que tout ce qui se trouve dans le champ du pulsar reçoit une quantité excessive d'énergie, et ce qui est en dehors n'en reçoit absolument aucune.
La découverte de planètes pulsars démontre comment de nouveaux mondes peuvent se former dans le sillage de la destruction d'une étoile. Peu importe où naît une planète, son processus de naissance est toujours parsemé de dangers. Parfois, la violence est si grande que la fin du monde arrive avant même qu'il ne commence. En 2007, des astronomes du télescope géant Gemini North font une découverte étrange dans l'amas des Pléiades, à 400 années-lumière de la Terre. Une étoile connue seulement par son numéro de catalogue, HD 23514, est entourée par un nuage de gaz et de poussière en forme de beignet. L'étoile au centre du beignet a 100 millions d'années, un jeune âge en termes astronomiques. Notre Soleil est 45 fois plus âgé. Les conditions sont parfaites pour la formation de planètes, mais l'analyse spectrale révèle quelque chose de bizarre. La poussière est complètement pulvérisée. Normalement, les jeunes étoiles sont entourées de planètes en formation. La planète apparaît autour de l'étoile jeune, dans un disque protoplanétaire de gaz et de poussière, puis elle continue son chemin confiante dans son orbite, sans se rendre compte qu'elle est trop proche d'une autre planète. Il y a des millions d'années, deux planètes primordiales en orbite autour de HD 23514 se dirigent vers leur fin. À mesure que les deux mondes se rapprochent, la force de marée modèle les sphères planétaires en une forme ovoïde. Rien ne reste. Les deux mondes sont détruits, générant la poussière et les astéroïdes découverts autour de l'étoile HD 23514. Il y a 4 milliards d'années, un apocalypse similaire s'est produit sur Terre. Une planète de la taille de Mars se forme dans l'orbite de la planète nouvellement née. Tout comme les planètes de HD 23514, la Terre et ce corps de la taille de Mars se dirigent vers une collision certaine. Si tu avais la malchance de te trouver sur cette planète en formation sur le point de devenir la Terre, tu te réveillerais un matin et découvrirais que le ciel devient de plus en plus sombre, et que dans moins d'une heure, un corps de la taille de Mars te tombe dessus. L'onde de choc résultant de la collision se fait sentir sur toute la planète. La surface terrestre est ravagée. La collision détruit un côté de la planète. Les roches fondues se répandent dans l'espace. Tout le globe est recouvert de météorites et de gaz toxiques. L'enfer à côté semble être des vacances aux Bahamas. Les astéroïdes issus de la collision fusionnent et forment notre Lune. C'est une nouvelle planète. Les collisions font partie du processus de formation des systèmes planétaires. Une planète solide serait le résultat de la fusion de fragments rocheux. Et partout dans la galaxie, des fragments de roches entrent en collision et forment des mondes semblables à la Terre, qui défient l'imagination. Il existe une nouvelle planète là-bas, une planète dont vous n'avez jamais entendu parler. Ce n'est pas n'importe quelle planète. C'est un tout nouveau type de planète, la Terre sous stéroïdes. J'aime les appeler super-Terres. Elles ressemblent à la Terre, sauf par leur masse qui est 10 fois celle de notre planète. Une des familles de super-Terres a, tout comme notre monde, des continents et des océans. Une autre pourrait être très sèche, comme Mars. Et il existe une autre famille que nous appelons des mondes aquatiques ou des planètes océaniques, qui sont entièrement recouvertes d'eau. Bienvenue sur Gliese 581c. Cette planète a été découverte par Michel Mayor, et, avec deux autres planètes, elle tourne autour d'une étoile minuscule. Elle se trouve dans la constellation de la Balance, à seulement 20 années-lumière de distance, et c'est l'une des plus petites planètes rocheuses découvertes en dehors de notre système solaire. Mais cela ne signifie pas que Gliese 581c soit petite. C'est toujours une super-Terre avec une masse 5 fois plus importante que celle de notre planète. Mais c'est la possibilité qu'elle contienne de l'eau qui passionne les scientifiques. Une planète océanique, c'est comme être au milieu de l'océan Pacifique. On ne voit aucune terre. Il n'y a que de l'eau, des nuages blancs et cotonneux, et le ciel bleu au-dessus de la tête. Les vents sur un monde océanique seraient similaires à ceux de la Terre, donc c'est un endroit idéal pour la navigation de plaisance. Le temps est absolument parfait. Le ciel serait toujours bleu et le soleil au même endroit. Que diriez-vous de ce bulletin météo? Aucune terre en vue, même à des kilomètres de profondeur, la couche d'eau serait très épaisse, d'au moins un quart de la profondeur de la planète. La pression augmente à mesure que nous plongeons dans les profondeurs marines. À 12 000 mètres, nous atteignons la profondeur maximale des océans terrestres. Nous traversons la limite des 33 000 mètres. La pression est si forte que l'eau commence à prendre de nouvelles formes surprenantes. À une profondeur 10 fois supérieure à celle de l'océan le plus profond de la Terre, nous atteignons le fond. Lorsque vous avez une énorme masse d'eau, la pression au fond de l'océan est très élevée, largement supérieure à 1 million d'atmosphères. Et cette pression comprime l'eau de l'océan en un état que nous appelons la glace 7. Non, ce n'est pas comme la glace de votre congélateur. Les molécules d'eau qui forment la glace dans votre réfrigérateur sont désordonnées. Mais si vous faites de la glace sous des pressions très élevées, les molécules d'eau s'organisent, voire s'alignent. Ce cristal est très semblable à la glace. Je suis sûr que vous le connaissez sous un nom plus commun. La glace minérale, la glace 7, pourrait exister dans notre système solaire. Europe, une lune de Jupiter, pourrait être recouverte d'un manteau d'eau emprisonné sous une épaisse croûte de glace.
La pression de la croûte est si élevée qu'il pourrait y avoir de la glace 7 dans les profondeurs de ces mers inexplorées. Si vous dégeliez et agrandissiez Europe, le résultat pourrait être un monde aquatique semblable à Gliese 581c. Il est possible que la vie ait vu le jour sur un monde océanique. Après tout, l'eau est essentielle à la vie sur Terre. Sur notre planète, partout où il y a de l'eau, il y a de la vie. Il est impossible de trouver une goutte d'eau stérile sur Terre, à moins que vous ne la mettiez vous-même au micro-ondes. Dans ce monde océanique, il pourrait y avoir des bactéries ou une sorte de vie océanique. Mais toutes les super-terres ne sont pas des mondes aquatiques où la vie prospère. Eh bien, quand on parle de super-terres, on parle principalement de deux types, des mondes rocheux avec de l'eau et des mondes aquatiques recouverts d'un océan sans fin. Mais aux deux premiers, nous devons ajouter une troisième famille rare de super-terres, des planètes très semblables à ce que nous appelons des planètes de carbone. Une planète de carbone ne ressemble à rien de ce que nous avons jamais vu auparavant. C'est un endroit avec une chimie différente, mais rempli de trésors très terrestres. Dans notre galaxie, il existe des planètes désolées, pauvres et inhospitalières. Mais la science suit la piste d'un nouveau type de planète, un monde plein de trésors. Dans notre système solaire, notre Soleil et toutes les étoiles proches contiennent toujours plus d'oxygène que de carbone. Mais si l'on imagine un endroit dans l'univers avec plus de carbone que d'oxygène, la formation de la planète sera très différente. L'analyse spectrale montre que le carbone est plus abondant à 26 000 années-lumière du centre de notre galaxie. Les planètes qui se forment là-bas pourraient être très riches en carbone. Le ciel du matin, sur une planète de carbone, serait tout sauf bleu clair. J'imagine une brume jaune avec des nuages noirs de suie, et à mesure que nous pénétrons dans l'atmosphère, j'imagine des lacs remplis de composés tels que le méthane ou l'essence. J'imagine des puits bouillonnants et nauséabonds d'un liquide sombre, comme un puits de pétrole, avec peu ou pas d'eau dans l'atmosphère. L'air est composé de composés carbonés, du butane, du benzène, des composés carbonés que l'on sépare lors du raffinage de l'essence. Un jour, il pourrait pleuvoir du benzène, et le lendemain, de l'essence. Aussi étranges que puissent paraître les planètes de carbone, elles seraient familières à bien des égards. La qualité de leur air ressemblerait à celui de Los Angeles, avec beaucoup de particules en suspension dues aux émissions des voitures, auxquelles nous sommes malheureusement tellement habitués. Malgré la pollution, les planètes de carbone pourraient avoir un côté positif et brillant. Il pourrait y avoir des diamants, car la planète contient de grandes quantités de carbone pur, et le carbone pur, soumis à des pressions élevées, se transforme en diamant. Les secrets de planètes exotiques comme celle-ci attendent d'être découverts à travers toute la galaxie. Mais les astronomes ne seront pas satisfaits tant qu'ils n'auront pas trouvé le Saint Graal, une planète comme la nôtre, où la vie est possible, la prochaine Terre. Les gens me demandent toujours si je pense que nous trouverons une planète exactement comme la Terre, et je réponds bien sûr. Il est très probable que toutes les étoiles aient des planètes de la taille de la Terre. Toutes les étoiles ont des planètes ou des superplanètes d'une masse similaire à celle de la Terre. S'il y a 200 milliards d'étoiles dans la galaxie, il pourrait y avoir 400 milliards de terres. 400 milliards de terres. L'observatoire spatial Kepler a été le premier instrument capable de trouver une de ces planètes. Il observe les 100 000 étoiles de la constellation du Cygne dans le ciel nocturne, prenant une photo après l'autre, minute après minute. L'objectif de Kepler est simple, rechercher des étoiles qui s'assombrissent parmi ces 100 000. Lorsqu'une étoile s'assombrit furtivement, cela signifie qu'une planète est passée devant, bloquant en partie sa lumière. Le temps que l'étoile s'assombrisse et la quantité de lumière bloquée indiquera aux scientifiques la taille de la planète et sa distance de son Soleil. Une bonne analogie consiste à rechercher le petit point dans la lumière d'un phare que nous voyons lorsque qu'un papillon passe devant. De même, la planète est à peine un petit point lorsqu'elle passe. C'est une technique très utile, car elle nous permet de découvrir des planètes plus petites que la Terre dans les orbites d'étoiles semblables au Soleil. C'est une technique qui a changé le cours de la science. Nous pensons que nous pourrons trouver une planète habitable dans les prochaines années. Les scientifiques estiment que la mission Kepler découvrira au moins 50 terres extrasolaires. Une des grandes questions auxquelles est confrontée toute personne cherchant à découvrir la vie en dehors de la Terre est « Et si nous ne reconnaissions pas la vie, même si nous la découvrons, les conditions sur une Terre extrasolaire pourraient faire évoluer la vie de manière différente. Mon espoir est que nous voyions un signe, quelque chose qui nous fasse dresser les cheveux sur la tête. Quel que soit ce signe, ce sera le premier chapitre de la plus grande histoire scientifique jamais racontée. Il a propulsé la quête la plus audacieuse et controversée de tous les temps. Finalement, les êtres humains aimeraient comprendre leurs origines. Nous aimerions comprendre comment la vie est apparue sur Terre. Et maintenant, les scientifiques pensent avoir les réponses. Ils ont même construit la plus grande machine de la Terre pour reconstruire le début des temps. Faites une promenade virtuelle dans le passé jusqu'au Big Bang.
Le Big Bang est la théorie communément acceptée pour expliquer l'origine de l'univers, basée sur des données et observations scientifiques, ainsi que sur des théories physiques et mathématiques. Voici une chronologie de ce que nous pensons être arrivé. L'univers a commencé dans un état minuscule, chaud et dense, et a commencé à s'étendre. Si la théorie du tout est confirmée, les 4 forces de la nature, la gravité, l'électromagnétisme, la force nucléaire forte et la force nucléaire faible, se réuniraient en une force fondamentale. En une trillionième de seconde, alors que l'univers continuait de s'étendre, la gravité s'est soudainement séparée des 3 autres forces. En même temps, l'univers est passé d'une fraction du diamètre d'un proton à 1 milliard d'années-lumière en une fraction de seconde. Ce processus d'hyperexpansion, appelé inflation, disperse les particules de la structure de l'univers et maintient une température presque uniforme. À mesure que l'inflation diminue, la force électromagnétique et les forces nucléaires fortes et faibles deviennent des forces distinctes. Elles interagissent avec la mer de particules et d'antiparticules pour créer une soupe cosmique d'énergie. 100 secondes après le Big Bang, la température dépasse 500 millions de degrés Celsius. Les protons et les neutrons se fusionnent par la force nucléaire forte, créant le noyau de l'hydrogène lourd. Poussé par la température et la pression intense, la fusion nucléaire transforme le noyau de l'hydrogène lourd en hélium et en quelques minutes, environ un quart de l'hydrogène se transforme en hélium, qui à son tour produira des éléments plus lourds. Pendant des centaines de milliers d'années, la matière et la radiation sont mêlées dans une brume cosmique. Ensuite, 380 000 ans après le Big Bang, la matière et la radiation se séparent, permettant aux photons, ou rayons de lumière, de voyager librement dans l'espace. L'univers devient transparent, permettant aux photons de rendre visible le fond de rayonnement de micro-ondes. Lorsque l'univers a quelques centaines de millions d'années, la gravité rassemble l'hydrogène et l'hélium pour former des nuages qui entrent en collision et créent les premières étoiles. Lorsque l'univers a environ 500 millions d'années, les groupes d'étoiles et de gaz forment les premières galaxies. À mesure que les galaxies se regroupent sous l'effet de la gravité, les premières étoiles meurent et libèrent des éléments lourds nouvellement formés, carbone, azote et oxygène, les piliers de la vie. Ces éléments lourds finiront par se combiner pour former de nouvelles étoiles. Environ 9 milliards d'années après le Big Bang, notre Soleil se forme dans une nébuleuse de gaz dans la Voie lactée. Le gaz et les particules de poussière restantes gravitent autour du Soleil et s'assemblent pour former les planètes du système solaire, y compris la Terre. Tout ce que nous voyons sur notre planète est né de la poussière stellaire, qui s'est formée il y a 13 milliards 700 millions d'années dans une soudaine étincelle d'énergie. Nous pouvons considérer que le Soleil est le petit-fils de toutes les étoiles de première génération, qui se sont formées juste après le Big Bang. Mais le modèle du Big Bang peut-il nous parler de l'avenir de l'univers? Une théorie suggère que, comme l'univers continue de s'étendre, la matière deviendra de plus en plus rare. Les galaxies épuiseront leurs réserves de gaz pour former de nouvelles étoiles, et les vieilles étoiles s'éteindront. L'univers deviendra sombre et insupportablement froid. Dans un avenir lointain, l'univers sera si froid que même la vie elle-même ne pourra survivre dans un univers glacé. Maintenant que vous êtes arrivé ici, avez-vous déjà vu cet autre documentaire sur l'espace? Je ne le manquerai pas si j'étais vous.